une notification qui vous laisse un choix, j'avoue, binaire assez terrible. Soit vous acceptez, soit vous quittez la conférence. Je suis navré, je n'ai pas la main là-dessus. Pour ma part, puisque je suis deux avec un écran de contrôle, je vais accepter. Euh, J'espère que vous voyez correctement le support que j'utilise et puis que vous m'entendez convenablement. Je voudrais essayer de situer cette intervention disons, en trois moments. D'abord, évidemment, après un bref rappel du contexte national quand même dans lequel la question du harcèlement se situe, essayer de m'attarder et de m'attacher à décrire le mécanisme qui est à l'œuvre dans les situations de harcèlement entre pairs à l'école, et ce pour mieux comprendre le choix des méthodes de prise en charge, le choix des méthodes de traitement des situations et également aussi pour comprendre quelles peuvent être les pistes de prévention les plus efficaces. Donc, pour rentrer en matière, je voudrais revenir sur le contexte. Pour parler de prévention du harcèlement, il faut, je crois, rappeler brièvement le contexte institutionnel actuel. C'est celui d'un programme de lutte contre le harcèlement à l'école qui s'appelle phare, qui est un programme d'envergure qui vise à, disons, prévenir et traiter les situations de harcèlement à l'école. Il a été mis en œuvre en 2021, d'abord en direction des écoles primaires et des collèges. J'y reviendrai, ce n'est pas du tout un hasard, ça correspond à une observation du pic de harcèlement, disons, aux alentours du cycle 3. Donc, d'abord en direction des écoles primaires et des collèges, et puis depuis la dernière rentrée dans tous les lycées de France. Et parmi les 6 éléments que cette labellisation, auxquels les établissements sont pas invités, enfin, c'est une formule rhétorique, labellisation qui les oblige, dans les 2 ans qui suivent leur entrée dans le programme, à mettre en place, disons, 6 éléments de labellisation. Et parmi donc, ces 6 éléments que j'affiche là, il y en a un premier, évidemment, qui fait obligation à tous les établissements ou à toutes les circonscriptions pour le premier degré de se doter d'une équipe ressources d'au moins 5 personnes pour traiter les situations et en utilisant notamment, et j'y reviendrai bien sûr, une méthode pour certaines situations qui est la méthode de la préoccupation partagée et dont la particularité est d'être non blâmante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, au moins dans un premier temps, elle met la question de la sanction de côté. Et je m'attarderai évidemment sur ce point qui est à la fois, je dirais, Oui, moi, un enjeu de débat et puis un enjeu j'ai un de... truc qui fait du bruit à côté de moi. J'arrête pas Alors, je vais couper Attends, ça, sinon ça va être plus difficile. Je vais essayer de désactiver les micros intempestifs si ça ne vous ennuie pas. Et donc, je disais, un premier point qui oblige à créer un pôle ou une équipe ressource pour prendre en charge des situations. Et puis, c'est le dernier point, le point 6, qui introduit 10 heures d'enseignement par classe sur la prévention du harcèlement et des cyberviolences. Donc, je voudrais essayer de montrer dans cette intervention que malgré les défauts inhérents à ce type de programme ciblé, dont la France est un peu la spécialiste, je voudrais essayer de montrer que ce programme recèle un grand nombre de leviers pour prévenir, bien sûr, et traiter les situations de harcèlement, mais aussi pour repenser utilement, du moins je le crois, la relation d'autorité éducative et même introduire un nouveau modèle de justice scolaire dont il me semble que notre école a grand besoin. Je voudrais préciser aussi que mon intervention, elle se situe au carrefour de la recherche et disons, de l'expérience du terrain. Si je suis un chercheur attaché au CREN, je suis aussi au quotidien membre d'un centre académique d'aide au personnel de l'Académie de Versailles, qui est composé d'une petite 50aine de membres, le Centre académique d'aide aux écoles et aux établissements, donc l'acronyme de plus, le C2A2E, un centre qui œuvre dans le champ de la prévention des violences et qui a élaboré dès 2014 en collaboration avec Jean-Pierre Bellon, puis avec Marie Cartier, et à partir notamment des travaux d'Anatole Picasse, qui a élaboré la matrice du programme phare. Et le C2A2E à Versailles, eh bien, depuis 10 ans, forme les personnels des équipes ressources que j'évoquais et accompagne au quotidien les établissements sur des situations de violence en général, et de harcèlement en particulier. Euh, Notamment parce que les membres de notre centre sont destinataires de ce qu'on appelle les remontées d'incidents, les faits établissements que les directeurs, directrices, principaux, proviseurs de collèges et de lycées sont tenus de faire
remonter, comme on dit, quotidiennement. Alors évidemment, dans ces faits établissements, il y a un certain nombre de situations de harcèlement. Et puis, c'est un centre aussi qui est destinataire, ou en tout cas qui répond à un numéro SOS violence au quotidien qui reroute un certain nombre des situations qui passent par le 3018, le numéro national sur les situations de harcèlement. Donc, même si la littérature scientifique n'a pas particulièrement relayé le travail du C2A2E sur ce sujet, c'est vrai que ce centre occupe une position un peu singulière et privilégiée entre le terrain, la formation, l'accompagnement des situations. Et c'est aussi à ce titre que je m'autorise, en tant que chargé de mission de recherche de ce centre, eh bien, à la fois une présentation des mécanismes du harcèlement, mais aussi un retour de l'expérience accumulée par ce centre depuis 10 ans. Euh, pour commencer, je voudrais vous proposer, bien sûr, de comprendre un petit peu le mécanisme de ce phénomène et en le faisant éventuellement à partir d'un petit quiz ou d'un petit sondage. Donc, si vous voulez bien, si j'ose dire, jouer avec moi, je vous propose, normalement, vous allez le voir apparaître, de répondre peut-être aux quelques questions qui sont là. Je crois qu'il y a 8 questions où on vous invite de manière là aussi un petit peu binaire à répondre plutôt vrai ou plutôt faux sur un certain nombre, disons, de représentations à l'égard du harcèlement. Donc, si le cœur vous en dit, je vous invite à renseigner normalement ce sondage que vous devez voir apparaître, du moins je l'espère, sur vos écrans. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Je crois qu'il y a 9 questions en réalité. Je laisse encore les 2 minutes peut-être pour renseigner ce petit sondage sur lequel je reviendrai au fur et à mesure de ma présentation. Quelques secondes pour vous laisser finir et puis je vais mettre fin à ce sondage. OK. Allez, je vais mettre fin au sondage et peut-être partager les résultats avec vous. Euh, sur la première question, plutôt vrai pour une part d'entre vous, sur la question de savoir si les intimidateurs font volontairement du mal
à la victime. Je vous invite à descendre pour regarder peut-être les résultats. Deuxième question, les intimidateurs ont-ils été parfois auparavant en position de victime? Plutôt vrai selon vous, assez massivement. Question numéro 3 ou affirmation numéro 3, les intimidateurs sont des leaders négatifs de petits tyrans. Une majorité qui pense que c'est plutôt vrai. Affirmation numéro 4, la sanction permet d'arrêter la plus grande partie des situations de harcèlement. Plutôt faux pour vous. L'intimidateur ou l'intimidatrice est lui aussi un enfant ou elle aussi un enfant qui souffre. Alors là, vous êtes unanime à dire plutôt vrai. Affirmation numéro 6, l'intimidatrice est dépourvue d'empathie. Plutôt faux pour une bonne partie d'entre vous. On ne peut pas changer un enfant qui intimide. Vous êtes unanimement faux, pardon, pour la faute de frappe. Huitième affirmation, le harcèlement sur les réseaux sociaux ne concerne pas l'école. Vous êtes unanime, c'est plutôt faux. Dernière question, les filles sont davantage victimes de cyberviolence que les garçons. C'est plutôt vrai, selon vous. Donc, j'arrête le partage pour peut-être, et je glisserai une slide dans ce support qui rappelle peut-être quelles sont les tendances plutôt vraies ou plutôt fausses sur lesquelles je vous proposerai de m'arrêter. Pour peut-être revenir, et nous l'avons fait, donc ce quiz des représentations, peut-être pour revenir un petit peu sur la réalité, disons au moins chiffrée, on peut s'appuyer sur les résultats de cette enquête qui a été effectuée à la rentrée 2023, qui interrogeait les élèves et qui montre que 5% des écoliers du CE2 ou du CM2, 6% pour les collégiens, 4% pour les lycéens, sont victimes de harcèlement. Quand on regarde un petit peu plus finement certains croisements d'indices, on peut identifier des situations qui sont dites par ce rapport à surveiller et qui montrent qu'on aurait affaire pour les écoliers du CE2 au CM2 à 19% de potentiels enfants concernés en tant que victimes ou cibles par des situations de harcèlement. Je précise ici que ces chiffres n'intègrent pas ce qu'on appelle les cyberviolences. J'en dirai un petit mot, puisque dans le quiz, j'ai proposé quelques questions, même si mon propos s'attachera principalement à la question du harcèlement. Précise aussi peut-être une donnée un peu contre-intuitive parfois. On a souvent entendu, un peu moins maintenant, que le harcèlement variait selon peut-être, disons, les catégories socio-professionnelles, qu'on en aurait plus en REP ou en REP plus qu'ailleurs. Je crois que là, il faut être assez clair. On a affaire avec la question du harcèlement entre pairs à l'école à une violence qui est trans-catégorie socio-professionnelle. Elle peut prendre des formes différentes éventuellement, mais en revanche, elle ne touche pas un public plus défavorisé qu'un autre de ce point de vue-là. Je voudrais préciser aussi, bien sûr, que la particularité du phénomène du harcèlement à l'école, c'est que tu es l'objet d'une communication, alors gouvernementale, mais aussi d'une médiatisation particulièrement importante, également aussi d'une judiciarisation, notamment depuis la loi Balanan, assez récente, du 2 mars 2022, qui a créé un délit spécifique de harcèlement scolaire, hein, qui peut entraîner des peine allant jusqu'à 10 ans de prison en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime. Cette médiatisation et cette juridicisation, pardonnez-moi, elles conduisent parfois à une sorte de plaquage. On plaque la notion de harcèlement sur des violences qui, si elles doivent évidemment être prises en considération et au sérieux et traitées dans et par l'école, des violences qui ne relèvent pas toujours de ce type de violence très particulier qu'on appelle le harcèlement entre pairs à l'école. Et pardon pour cette précision un petit peu longue à chaque fois, mais la France a fait le choix d'utiliser le même mot, le mot de harcèlement, pour caractériser des violences qui sont de nature assez différente. On n'a pas affaire à la même logique quand on a affaire à du harcèlement entre pairs à l'école entre des enfants ou des adolescents, et par exemple du harcèlement au travail entre des adultes. Et donc, on voit parfois des collègues, des familles qui vont rapidement, ça nous arrive assez souvent derrière le SOS violence, nous dire ah, ma fille, mon fils est victime de harcèlement et le mot vient parfois assez vite sur la table alors qu'il ne concerne peut-être pas ce type de violence. Donc, je voudrais vous proposer de regarder peut-être avant de regarder une définition, peut-être les trois caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire
et qui permettent à un moment peut-être de discriminer une violence d'une autre, et ce qui engage évidemment la manière dont on les traite, quoi. Donc le premier critère important pour caractériser une situation de harcèlement entre pairs à l'école, c'est le critère de la répétition de conduite ou d'actes négatifs ou violents. Répétition, évidemment, sur un temps, et pardon pour les guillemets, c'est évidemment toujours trop long, sur un temps suffisamment long. Lorsqu'on a affaire à une violence commise sur un enfant, bien sûr, il faut la prendre en considération. Mais ça n'est pas encore, si j'ose dire, suffisant pour qu'on ait affaire à ce que l'on appelle du harcèlement. Donc, la répétition ou la répétitivité, elle est très importante, et il faut bien sûr considérer qu'il s'agit d'une répétition pour la victime, du point de vue de la victime. Hein, c'est ce qu'on appelle le 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il y a un enfant qui, le matin, passe derrière son camarade, lui met une tape sur la tête, et puis il passe à autre chose. Le problème, c'est qu'il y en a 5, 10, 15 qui vont faire exactement la même chose individuellement. En revanche, pour la victime, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et si on y ajoute éventuellement les intimidations ou le harcèlement en ligne, eh bien, grâce ou à cause de la puissance technologique de dissémination rapide de l'outil technologique réseau social, eh bien, c'est 1 plus 10 plus 1000 plus 10 000 et à une très, très grande vitesse. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, il y a un effet de tsunami à considérer. La deuxième caractéristique qu'il faut prendre en considération, c'est ce qu'on appelle la disproportion des forces. Il ne faut pas confondre, disons, un conflit qui est une relation duale, à peu près équilibrée entre les deux parties, avec une situation de harcèlement dans laquelle on a affaire à une disproportion des forces, la plupart du temps entre un ou une élève et puis un groupe d'élèves, pour le dire simplement. On a plus affaire dans une situation de harcèlement à un phénomène qui est proche de la maltraitance que du conflit. Il y a un déséquilibre des forces entre, la plupart du temps, encore une fois, une victime ou un enfant victime et un groupe. Et puis, troisième critère qui est lié à la disproportion des forces, c'est l'isolement de la victime. La disproportion engendre de l'isolement, elle engendre de la perte de confiance, de la honte, de la culpabilité, de la peur. Il y a une sorte de cercle infernal qui renforce l'isolement et la disproportion des forces et sur laquelle, évidemment, il faut pouvoir agir très, très vite. Je précise que la répétition de conduite négative, on va regarder ensemble une définition de Dan Olweus, qui est un chercheur nord-européen qui a donné les critères essentiels qui permettent de caractériser une situation de harcèlement. Je précise évidemment que cette répétition d'actes négatifs, elle peut prendre des formes différentes. Regardons ensemble la définition de Dan Olweus. Il nous dit que nous avons affaire à une situation de harcèlement lorsque un élève est victime de façon répétitive d'actes de conduite négative de la part d'un ou plusieurs élèves, et que ce comportement négatif, eh bien, il peut prendre trois formes principales. Des agressions physiques. Alors, si on essayait de dégager une sociologie un tout petit peu fine, plutôt les garçons, c'est voilà, c'est assez fin, mais ça se distingue quand même de façon verbale. Alors plutôt les filles, si on veut genrer un petit peu l'analyse de manière un petit peu fine. Et puis ça peut prendre aussi la forme de ce qu'on appelle des mises à l'écart, de l'ostracisation. Alors là, il n'y a pas d'agression physique, il n'y a pas d'agression verbale, mais il y a par exemple des jeux qui consistent, qui s'appelle le jeu du sans-ami ou qui porte un autre nom selon les générations, à ostraciser un enfant. Je pense par exemple à une situation que nous avions traitée il y a quelque temps qui nous avait marqué, où je crois une classe de CE2, où tous les matins, sur la table d'un enfant de la classe de CE2, ses camarades déposaient un savon, rien d'autre. Pas de coups, pas de mots, pas de moqueries, juste un savon sur la table de cet enfant, jusqu'à ce que l'équipe pédagogique le récupère, si vous me passez l'expression, couvert de plaques rouges à force de se frotter et de se laver. Telle autre classe de CM1, me semble-t-il, on avait vu l'enseignante intercepter une feuille que des jeunes filles se passaient. Elles en étaient au troisième ou au quatrième couplet d'une chanson qui s'intitulait du nom d'un virus, Ebola, et dans le couplet de laquelle on les voyait affubler leurs camarades de tous les noms de virus qu'elles connaissaient. Donc, ça peut prendre des formes effectivement assez différentes.
Il faut préciser aussi qu'au-delà de ces trois caractéristiques, qui sont des grands critères, hein, et qu'il faut à chaque fois réexaminer en fonction de la singularité des situations, on a parfois des conflits duals qui dégénèrent en situation de harcèlement, des amitiés qu'on appelle toxiques, par exemple. Il y avait un film il y a quelques années, je crois, réalisé par Mélanie, alors je mélange toujours, je crois que c'est Mélanie Laurent, un film qui s'appelait Respire, et qui montrait comment une amitié toxique dégénère en situation de harcèlement parce qu'à un moment, l'autrice des intimidations des brimades eh bien, a un groupe qui permet effectivement de transformer ce qui était un conflit de plus en plus déséquilibré en situation de harcèlement. Il faut préciser également que la prévention du harcèlement se heurte moins sans doute aujourd'hui. On en est bientôt à 10 ans de prise de conscience et de programmes, avant phare même en France, mais on se heurte toujours à des idées reçues très ancrées dans l'opinion commune, du type ça a toujours existé, c'est un jeu, ce sont des chats gris, il faut bien que jeunesse se passe, ça forge le caractère. Euh, Cette représentation est encore donc assez présente chez les adultes, y compris chez les collègues, hein, et j'y reviendrai, elle est liée, cette représentation, à une culture éducative française assez doloriste, qui, si on y ajoute des injonctions virilistes, eh bien, a tendance trop souvent encore à considérer effectivement que ça forge le caractère. Or, il faudra le redire assez fermement, ça ne le forge pas, ça le détruit. Et quand on voit des injonctions virilistes, on peut je crois le trouver à la traduction anglaise que j'aime beaucoup, entre guillemets, de Il faut bien que jeunesse se passe, et qui dit un peu tout. En anglais, ça se dit Boys will be boys. Et de ce point de vue-là, évidemment, on retrouve des éléments que l'on connaît sur eh bien, ce que j'appelle la conception doloriste de l'éducation. Donc voilà pour une définition. Je voudrais maintenant vous proposer de nous attarder un petit peu sur la nature, disons, psychosociologique de cette violence particulière qu'est le harcèlement entre pairs à l'école, pour comprendre que c'est un phénomène qui est essentiellement un phénomène de groupe, lequel réunit les différents protagonistes dans une triangulation dont ce schéma essaye de rappeler un peu quels sont ces protagonistes, des cibles ou une cible, des auteurs, des autrices et puis des témoins. Et il faut dire la particularité de cette violence et de ce phénomène de groupe qui euh, relève de ce qu'on appelle souvent une visible invisibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est fait pour que les actes de brimade et d'intimidation soient rendus visibles pour les enfants, mais invisibles pour les adultes, ce qui évidemment le rend plus difficile à repérer. On parle parfois de violence discrète, voire de violence sournoise à propos du harcèlement. Il y a quelques années, il y avait un clip ministériel de campagne qui avait été parfois mal perçu par les collègues. On y voyait, je crois, une enseignante de dos en train d'écrire au tableau pendant que dans son dos, précisément dans la classe, se jouait une scène d'intimidation. Et certains collègues l'avaient mal vécu en disant, ah, là, on nous fait passer pour les nuls qui ne voient jamais rien, alors que l'objectif de cette campagne était de mettre en avant la dimension de visible invisibilité du harcèlement et qui nécessite absolument de croiser les regards pour pouvoir assembler les morceaux du puzzle à partir d'un certain nombre de signaux faibles qu'il faut pouvoir repérer et que seul ce croisement des regards permet à un moment d'assembler. Il y a des choses que le personnel périscolaire voit, que les enseignants voient, que les familles voient, mais si personne ne se parle pour à un moment assembler un élément, ah bah tiens, cet enfant-là, il est seul à la cantine, tiens, il mange pas, tiens, il est toujours tout seul dans la cour, tiens, moi j'ai vu qu'à un moment dans la classe, à cette heure-là, on s'était moqué d'elle ou de lui. Si on n'assemble pas les morceaux du puzzle, eh bien, on peine à voir la dimension, comment dirais-je, complète du phénomène. Autre particularité de ce phénomène, c'est qu'on y observe dans cette triangulation une porosité des rôles. Ça, c'est très important. C'est le sens de ces flèches. La porosité, ça veut dire que ça tourne. Ça veut dire qu'une cible peut devenir auteur, qu'une autrice peut devenir cible, que des témoins peuvent devenir auteurs ou cibles. Et cette porosité, évidemment, elle est importante à considérer parce que elle va notamment nous permettre de comprendre que c'est plus dans la relation à l'intérieur du groupe que se joue la logique du phénomène du harcèlement que dans une personnalité ou dans un caractère de harceleur, mais j'y reviendrai tout à l'heure.
Et puis, il y a évidemment parmi ces protagonistes les témoins, dont on voit ici les trois différents types de conduite. Il y a ceux qui participent, qui renforcent la situation d'intimidation. Il y a ceux qui sont plus passifs, qui sont en retrait, mais qui sont quand même spectateurs de la situation. Et puis les défenseurs qui protègent, plus rares sans doute, mais on y reviendra également. C'est très difficile de s'opposer au groupe. Nous, adultes, nous le faisons déjà assez rarement. Alors, attendre d'être en construction à un âge où la reconnaissance par le groupe de pairs est ce qui compte peut-être le plus, si on se situe par exemple au cycle 3, attendre d'eux qu'ils s'opposent au groupe, c'est sans doute leur demander plus qu'ils ne peuvent le faire à ce moment-là. Donc voilà pour le phénomène, disons, de triangulation qui rappelle à quel point il s'agit d'un phénomène de groupe et d'un phénomène de groupe qui obéit à ce que j'appelle une logique d'inclusion-exclusion, euh, qui relève de ce que j'appelle les fraternités communautaires, hein. Un groupe se renforce dans son appartenance, fait du nous, si vous préférez l'expression, contre du eux, ou en excluant du eux. C'est comme ça qu'il renforce sa dynamique identitaire. Et c'est particulièrement vrai au cycle 3, puisque c'est sans doute la personne dans la construction identitaire, la période, pardon, dans la construction identitaire, où ce qui compte le plus, c'est la reconnaissance et l'appartenance du groupe de pairs. On peut donc dire que cette logique d'exclusion, elle relève de ce qu'on appelle un phénomène du bouc émissariat, comme l'avait assez magistralement montré le roman de William Golding, et que finalement, le harcèlement entre pairs à l'école, si on veut en comprendre la dynamique psychosociale, eh bien, ce harcèlement, il se fonde sur le rejet de la différence, et alors quelle qu'elle soit, hein, euh, euh, sous l'impulsion d'un ou de plusieurs meneurs, si on veut le dire comme ça, et du poids conformiste du groupe, eh bien, on voit des enfants qui discriminent celles et ceux qui sortent de la norme et qui sont différents. Euh, les élèves n'auront évidemment pas de mal à prouver les différences pour les stigmatiser, hein. Chaque société produit des normes, donc des différences. Alors, sous nos latitudes, hein, c'est variable selon les cultures et les sociétés, mais sous nos latitudes, les différences stigmatisées les plus connues, eh bien, elles renvoient à certaines caractéristiques physiques, l'obésité, la couleur de peau, des cheveux. Elle renvoie aux situations de handicap, elle renvoie à l'orientation sexuelle, mais le sens de ce schéma avec des points d'interrogation, c'est que au-delà de ces normes et les différences qui vont avec, hein, qui sont présentes dans notre société, on verra parfois des groupes inventer eux-mêmes pour se renforcer dans leur identité des différences et produire de l'exclusion. Donc, à tel endroit, assez récemment, on traitait une situation où c'est les riches qui excluaient les pauvres, hein, pour le dire de manière très rapide. On a vu apparaître aussi à un moment la stigmatisation des enfants nés en 2000. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein, ce n'est pas une norme sociale, ça c'est eux qui l'ont produit tout seuls. On verra ici ou là que parfois c'est l'humour au second degré d'un enfant qui va générer une différence, a fortiori si son enseignant ou son enseignante, sans le vouloir bien sûr, hein, rit de cet humour au second degré, ou en tout cas cultive une forme involontaire sans doute, hein, de connivence qui a tendance à renforcer éventuellement la stigmatisation. Bref, euh, l'oppression conformiste de la norme produit de l'exclusion de la différence, comme le rappelle cette affiche du concours non au harcèlement, hein, auquel le programme phare invite, entre guillemets, les classes à participer chaque année. On y voit là des élèves qui ont très bien compris comment ça fonctionnait. Trop gros, trop intello, trop électrique, trop grand, trop petit, trop vert, trop point d'interrogation, trop né en 2000. J'espère que ce ne sera pas trop né l'année olympique. Mais c'est une manière de dire que, de ce point de vue-là, c'est la dynamique d'exclusion de la norme et de la différence qui joue à plein. Et ça, évidemment, ça nous donnera des pistes pour la prévention dès lors qu'on a compris que cela fonctionnait comme ça. Et si on veut mieux comprendre encore la logique du harcèlement et les moyens de le prévenir, eh bien, on peut regarder d'un petit peu plus près les motifs pour lesquels des enfants, des adolescents deviennent intimidateurs, hein. C'est très intéressant de regarder un petit peu cette question en face. Pourquoi devient-on intimidateur ou intimidatrice et quel est le degré d'intention, hein, ça renvoie à une question qui était dans le quiz, le degré d'intention des auteurs.
Alors, c'est un sujet assez sensible, hein, on s'engueule volontiers sur ce point et on heurte, éventuellement, on se heurte à des représentations de l'opinion commune, comme on peut la nommer, qui ont la vie dure. Ce qu'il faut observer, c'est qu'aux extrêmes, et de manière minoritaire, on a d'un côté des enfants pas bien dégrossis de l'empathie, si vous me passez l'expression, et c'est bien compréhensible. L'empathie, notamment cognitive, ça n'est pas inné, hein, ça se construit. On a donc des enfants qui sont sans doute conscients de leur acte, hein. Il est bien conscient qu'il a mis une tape sur la tête de cet enfant, mais il est passé à autre chose, hein. Et on sait aujourd'hui combien le cerveau d'un enfant et d'un adolescent n'est pas tout à fait terminé, si j'ose dire, et que son point fort, c'est pas la projection dans le passé, donc, on a affaire à un enfant qui est tout à fait conscient de son acte, mais pas de l'effet que ça produit, et en particulier pas de l'effet que nous évoquions tout à l'heure, le 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 10, plus 100. À cet extrême, donc, des enfants dont l'empathie est à construire, c'est sans doute la raison pour laquelle on a intégré notamment au programme d'enseignement moral et civique de 2015, j'y reviendrai. Et puis de l'autre, on a sans doute des enfants qui infligent des souffrances délibérément au point de relever de la catégorie pathologique de la perversité. Selon le docteur Nicole Catlin, qui a écrit notamment un que sais-je sur le harcèlement, 2-3% des enfants peut-être à situer dans cette catégorie. Mais la grande masse, la grande majorité se situe plutôt entre les deux. Entre les deux, du côté, et nous l'avons déjà dit tout à l'heure, des enfants qui le font parce que les autres le font aussi. Du côté des enfants qui le font parce qu'ils n'ont pas su, parce qu'ils n'ont pas pu s'affranchir de la norme du groupe. Et c'est donc pas par perversité, par volonté délibérée d'infliger de la souffrance et d'en jouir, mais sous le poids de l'oppression conformiste et du désengagement moral, hein, de la dilution de responsabilité que le groupe autorise. C'est ce que j'appelle la force centrifuge du nous. Ça presse sur l'individu et ça produit des conduites de cet ordre-là. Et puis, ce que un certain nombre de recherches ont montré plus récemment, eh bien, c'est qu'on voit des enfants qui deviennent intimidateurs ou intimidatrices, non pas par perversité, mais par ce qu'on vient d'appeler une stratégie sociale. Ils ont intériorisé la norme dominante de notre société. Alors ça, on peut s'en attrister un peu. Ils ont intériorisé la norme de notre société et en font une stratégie sociale. Et cette norme est la suivante. Pour être populaire, pour réussir sa vie, il faut entrer dans des logiques de domination. Et là, évidemment, on a affaire à autre chose, sans doute au poids de ce qu'on peut appeler les injonctions virilistes et les stéréotypes de genre, de sorte que ce que l'on commence à comprendre, c'est que les motifs ou les causes de ces situations de harcèlement, elles sont plutôt à chercher du côté du poids du groupe et du côté du poids de la norme. Et ce que nous montrent les enquêtes de terrain, c'est qu'une approche théorique l'a sans doute emporté sur une autre pour répondre à cette fameuse question. Pourquoi devient-on intimidateur ou intimidatrice? À cette question, pourquoi devient-on intimidateur ou intimidatrice, il y a deux chercheurs qui produisent une réponse. Il y en a un premier dont on a vu l'excellente définition tout à l'heure, c'est Dan Olweus, qui a plutôt tendance à dire qu'on devient intimidateur parce qu'on est un méchant bully. Bully, en anglais, ça renvoie à la petite frappe, au petit tyran, qui serait doté d'une mauvaise nature. Anatole Picasse, autre chercheur, à la même question, répond tout à fait différemment. Il dit, ça n'est pas parce qu'on est un vilain bully qu'on devient intimidateur, c'est parce qu'on est incapable de s'affranchir de la pression du groupe. Et il utilise d'ailleurs, pour qualifier ce que nous nommons de harcèlement, le terme de mobbing. Mob en anglais, ça renvoie à la foule, à l'idée de foule et à l'idée de foule intimidante. Donc, pour Anatole Picasse, comme comme je le rappelais tout à l'heure, les pervers sont rarissimes à l'école. En revanche, les adolescents qui sont soumis au poids du groupe, au conformisme du groupe et de la norme, eh bien, sont eux extrêmement nombreux. De sorte que pour lui, le phénomène du harcèlement est essentiellement un phénomène de groupe dans lequel le rôle de chacun ne dépend pas d'une nature ou d'un caractère, mais d'un contexte.
D'où l'importance peut-être d'un choix de vocabulaire qui tente de ne pas essentialiser ni les victimes, ni les auteurs. On n'a pas affaire là à des essences ou à des destins. Et il faut rappeler sans doute une distinction essentielle entre les actes et la personne. Il y a des vols, mais il n'y a pas de voleurs. Et pour un chercheur comme Benoît Galland, qui a compilé un très grand nombre de recherches sur la question du harcèlement dans un livre que j'ai glissé dans la bibliographie au titre évocateur, hein, le titre du livre, c'est Le harcèlement, deux points, mythe et réalité. Eh bien, pour un chercheur comme Benoît Galland, euh, c'est dans la nature de la relation entre les élèves, entendez, dans la dynamique de groupe, qu'il faut rechercher l'origine du harcèlement, plutôt que dans la personnalité des auteurs ou des victimes. Et l'approche essentialisante, déterministe, statique, hein, cette idée, comme le disait la grande philosophe Céline Dion, qu'on ne change pas, hein, si vous me passez ce mauvais trait d'humour, eh bien, cette approche essentialisante, elle est certes très répandue dans l'opinion, mais elle est démentie par l'expérience, et en particulier par un élément que nous avons vu à l'œuvre, que nous voyons sur le terrain à l'œuvre tous les jours, la porosité, le fait que ça tourne. Si c'était des destins, si on avait affaire à des natures, eh bien, ça ne tournerait pas. Or, ça tourne. On voit des auteurs devenir des cibles devenir auteurs, des témoins devenir auteurs ou devenir cibles. Mais c'est vrai que ce préjugé, selon lequel on aurait affaire à, et c'est là que le poids des mots est important, des harceleurs, comme si c'était une nature ou un destin, ce préjugé ou ce mythe perdure, il est assez profondément ancré dans l'esprit des familles, dans l'esprit des collègues aussi, et pour deux raisons qu'il faut comprendre. Souvent, nous sommes tellement indignés par la violence des actes commis. Pensez au savon déposé sur la table de cet enfant. Hein. Nous sommes parfois tellement indignés par la violence des actes commis que nous peinons, et a fortiori si nous sommes parents qui découvrent souvent, pour ne pas dire toujours, avec un temps de décalage qui peut être très important parfois, que nos enfants sont victimes de situations de harcèlement. Hein. Ça génère un effet tunnel et une tempête émotionnelle qu'il faut évidemment comprendre. Indignés donc par la violence des actes commis, nous peinons parfois à dissocier la cause des effets. Or, ce n'est pas parce que les actes sont violents, pensez au savon encore une fois, qu'ils sont le fait d'individus nécessairement pervers. Entre les deux se joue toute la dynamique de groupe qui est faite d'oppression conformiste, de stratégie sociale, de désengagement moral, plus que d'intention perverse d'infliger des souffrances. Il faut redire que la violence du groupe n'est pas celle des individus. Et puis, un deuxième motif pour lequel cette conception essentialisante perdure, eh bien, c'est qu'elle est un refuge commode, comme la punition mécanique, l'essentialisation d'une mauvaise nature. C'est facile, c'est rapide, c'est simple, c'est confortable, ça évite la pensée complexe. La question de savoir si ça correspond à la réalité du mécanisme ou du phénomène, c'en est une autre, bien évidemment. Donc, après avoir présenté rapidement la dynamique qui est à l'œuvre dans le phénomène du harcèlement entre pairs, je voudrais maintenant montrer comment la compréhension de cette dynamique et des logiques qui sont à l'œuvre dans le phénomène du harcèlement entre pairs, eh bien, elle commande à la fois la méthode de prise en charge, en particulier la méthode de la préoccupation partagée, dont je vais dire quelques mots, et puis le travail de prévention. Mais je commence d'abord par la méthode. La méthode de la préoccupation partagée, c'est une méthode de prise en charge des situations de harcèlement qui est inspirée des travaux d'Anatole Picasse, qui a été adaptée en France par Jean-Pierre Bellon notamment. Elle a été expérimentée dans l'Académie de Versailles, dans laquelle j'officie depuis 2014, et elle a été retenue au national dans le programme phare pour résoudre certaines situations de harcèlement. Pas toutes, mais les plus courantes. Pas les plus graves, qui nécessitent un autre traitement, mais les plus nombreuses. Donc, cette méthode, elle repose sur 5 fondements théoriques sur lesquels j'aimerais revenir. 5 fondements théoriques qui découlent des éléments de compréhension qu'on a commencé à mettre à jour ici.
et comprendre que les situations de harcèlement, elles mettent en jeu une dynamique de groupe, eh bien, c'est important pour comprendre la logique de la méthode et puis, disons, les éléments de sa mise en œuvre. Et si on a le temps, je voudrais essayer de montrer un petit peu comment elle est mise en œuvre, cette méthode, pour les situations pour lesquelles elle convient, bien sûr. Donc, les 5 options théoriques sont les suivantes. La première, on l'a déjà explicitée, c'est cette idée selon laquelle la violence du groupe n'est pas celle des individus. Je n'y reviens pas. La deuxième option théorique, c'est l'idée selon laquelle c'est la peur qui est le ciment du groupe. Alors, c'est assez facile à comprendre pour la cible. On peut le comprendre peut-être aussi pour les témoins qui ont peur à un moment que ça leur tombe dessus. C'est sans doute un petit peu plus difficile à comprendre pour l'auteur ou les autrices. Mais on voudrait commencer déjà à dire, comme le rappelait une des questions du sondage de tout à l'heure, que loin d'être des pervers ou des vilains boulis dont la nature serait mauvaise, les intimidateurs et les intimidatrices sont des enfants qui ne vont pas bien et qui souffrent peut-être aussi. Alors évidemment, quand on est pris dans l'effet tunnel de la découverte du fait que son enfant est victime de harcèlement, c'est plus difficile à entendre. Et ça explique les difficultés que l'on peut rencontrer, évidemment, quand on est en train d'essayer de faire alliance avec les familles pour prendre en charge les situations. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles le programme phare, l'expérience étant accumulée au cours des années, a intégré dans l'un de ces 6 points la nécessaire sensibilisation dans l'année auprès des familles. Il faut que les parents puissent comprendre comment fonctionne cette violence bien particulière qu'est le harcèlement entre pairs, si nous voulons qu'ils puissent comprendre quel est le sens de la méthode que nous mettons en œuvre pour traiter les situations. Troisième option théorique qui découle de la seconde, c'est qu'il existe chez les membres du groupe un désir de sortir de l'intimidation. Encore une fois, assez facile à comprendre pour la cible, peut-être pour les témoins, un peu moins pour les auteurs. Quatrième option théorique, sans doute celle qui rencontre le plus de résistance, parce qu'elle vient heurter, disons, toute la culture doloriste et expiatoire de la punition, qui est profondément ancrée dans l'inconscient collectif de l'éducation en France. Pour éduquer, il faut punir, et pour punir, il faut faire souffrir. Quatrième option théorique sur laquelle s'appuie la méthode de la préoccupation partagée, celle selon laquelle les remontrances, les punitions et les appels moralisateurs à l'empathie, du type « Et si on te faisait ça, toi, qu'est-ce que ça te ferait ?» Il faut dire que les remontrances, les punitions sont contre-productives très souvent parce qu'elles entraînent des représailles plus souterraines, plus invisibles encore, et donc inefficaces. Et ça n'est pas par, comme je l'entends parfois, bisounourserie que la méthode de la préoccupation partagée est non blâmante, c'est par pragmatisme. Alors évidemment, là, il y a un débat d'idées que le terrain tranche, je crois, avec une certaine efficacité, mais qui ne passe pas forcément sans une discussion parfois un peu houleuse, tant le préjugé, je dirais, doloriste et punitif est profondément ancré dans la culture éducative française. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que la sanction et que la punition est inefficace, ça n'est pas vrai. Dans les situations les plus graves, une sanction doit être posée et la méthode de la préoccupation partagée est inopérante. Mais quand on a dit qu'une sanction devait être posée, je ouvre et je referme immédiatement cette parenthèse. On n'a pas encore dit l'essentiel. Ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle sanction, pour quelle efficacité. Mais dans un grand nombre de situations, encore une fois, pas les plus graves, mais les plus nombreuses et les plus courantes, de raillerie, de moquerie, de mise à l'écart, eh bien, la méthode de la préoccupation partagée est efficace. Enfin, cinquième option qui découle des précédentes et qui indique déjà une posture de prise en charge pour laquelle je voudrais arrêter pour conclure tout à l'heure, eh bien, c'est l'idée selon laquelle la posture la plus efficace, c'est celle que Jean-Pierre Bellon appelle du diplomate. Cette formule, elle qualifie à la fois l'éthique et les gestes professionnels qui sont à l'œuvre dans la conduite des entretiens que les adultes vont mener avec tous les protagonistes de la triangulation. C'est le moment de regarder d'un petit peu plus près en quoi consiste cette méthode de la préoccupation partagée.
Il s'agit de mener une série d'entretiens avec une approche non blâmante. Ça veut dire que dans un premier temps, on met la sanction de côté, on reçoit les élèves, notamment les intimidateurs ou les intimidatrices présumées, sans leur dire qu'on les considère comme tels, et en leur disant, si c'est nécessaire, assez rapidement, que la sanction n'est pas la raison de leur entretien. Une série d'entretiens donc menés selon une approche non blâmante avec tous les protagonistes, la cible d'abord, bien sûr, pour la soutenir, l'accompagner et puis obtenir évidemment sans doute un certain nombre d'informations sur les enfants qui l'intimident, les enfants qui sont plus soutenants. Et des entretiens qui sont ensuite réalisés par des adultes, membres de cette équipe ressources auquel le programme phare donne une formation, et notamment une formation à la méthode de la préoccupation partagée. Donc, euh, quel est l'objectif ou comment fonctionne cet entretien? Eh bien, il s'agit de poursuivre deux objectifs, notamment avec les intimidateurs et les intimidatrices présumées, hein, deux objectifs assez clairs lorsqu'on les reçoit. Partager avec eux la préoccupation pour le mal-être de la cible ou des cibles. Et si on a affaire à un intimidateur ou une intimidatrice qui reconnaît cette préoccupation, l'inviter à formuler des suggestions qui pourraient améliorer la situation. C'est donc ici deux choses assez simples dont je voudrais vous proposer de regarder une illustration au travers d'une très courte vidéo d'une simulation réalisée par Jean-Pierre Bellon qui reçoit un intimidateur ou une intimidatrice présumée, simulation qui permet de comprendre un peu quelle est la posture euh, euh, assez différente que la méthode de la préoccupation partagée essaye de mettre en œuvre pour mettre fin aux situations de harcèlement. Je vais arrêter le partage pour pouvoir le relancer et intégrer un petit peu de son et d'image. Donc, je vous invite à monter un petit peu le son en espérant que vous pourrez voir et surtout entendre cette vidéo. Donc, je vais essayer de lancer ça. Et si ça ne marche pas, n'hésitez pas à me le dire. Il faut que vous ayez du son. Mais merci d'être passé me voir. Je voulais vous parler d'une élève de votre classe. C'est Camille. Je crois qu'elle passe un mauvais moment tout de suite. Je suis préoccupé à son sujet. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de sa situation? Je comprends pas pourquoi on m'a convoqué. Moi, j'ai rien fait, enfin, pas plus que les autres. Non mais rassurez-vous, moi je ne suis pas là pour vous juger ni vous punir. Il y aura pas de sanction. C'est pas mon rôle. Soyez très tranquille de ce point de vue. Non, je veux simplement essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe pour Camille, parce que sa situation m'inquiète, me préoccupe. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? C'est vrai qu'elle a pas l'air très bien. Enfin, dans la classe, personne lui parle et des fois, on se moque un peu d'elle. Donc vous confirmez que les choses se passent plutôt mal pour elle actuellement? Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas une vie très facile. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle ait une situation peut-être plus facile au lycée? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez? Je sais pas, c'est pas facile parce que je crois qu'au collège, c'était encore pire. Du coup, elle a l'impression que dès qu'on va lui parler ou qu'on essaye de l'intégrer, c'est pour se moquer d'elle. Elle est toujours sur la défensive. Ah, c'est intéressant ce que vous me dites. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle se sente plus en confiance, moins sur la défensive, comme vous dites? On pourrait arrêter de se moquer d'elle. C'est vrai qu'il y a des choses, c'est pas forcément méchant, mais on devrait pas lui dire. Donc j'imagine que ces réflexions qui sont faites contre elle, elles viennent de plusieurs élèves de la classe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces réflexions s'arrêtent? On pourrait en parler entre nous. Vous seriez d'accord pour en parler aux autres élèves Oui, je vais essayer. et faire en sorte que ça cesse finalement? Oui. Ah ben, c'est une excellente idée. Bien. Ben, écoutez, je suis très content de l'entretien qu'on a eu. Je vais certainement être amené à rencontrer d'autres élèves. Et puis, on se reverra après pour voir si les choses ont évolué pour Camille. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. J'espère que vous avez pu entendre et voir. Je fais l'hypothèse que oui. À mesure où je n'ai pas de retour négatif. Pas de souci, monsieur Non, Butek, c'est parfait. ça a bien marché. Ça marche. On entend Alors, très bien, on voit très bien. Ok, ça marche. Alors, je passe à la slide d'après pour essayer de montrer
un peu quels sont les principes de l'entretien. On l'a dit, vous l'entendez dans la simulation de Jean-Pierre Bellon, mettre la sanction de côté très vite, hein, lui dire, c'est pas mon objet, je ne suis pas là pour ça. Revenir sans cesse aux objectifs de l'entretien, hein, qui consiste à manifester la préoccupation et à chercher des solutions. Renoncer à enquêter, ce n'est pas toujours le plus facile. Quand on a effectivement, selon son origine professionnelle, moi je suis un ancien CPE, ce n'est pas toujours facile de me demander de ne pas enquêter. J'ai été enseignant après être CPE, ce n'est pas toujours facile de me taire non plus. Du coup, accepter le silence, si on a des élèves en particulier qui ne sont pas là dans une disposition de participation, car il ne faut pas se leurrer, hein, ça ne se passe pas toujours comme vous venez de le voir. Et dans ces cas-là, il faut mettre très rapidement fin à l'entretien. S'il n'y a pas de préoccupation partagée, on met fin à l'entretien, on invite à la vigilance et puis on dit qu'on va le revoir très vite. Et on se donne 15 jours pour pouvoir générer une autre dynamique dans le groupe. Alors, ça ne passera pas forcément par des grands moments de conversion morale, hein. Vous pourrez avoir évidemment très souvent des enfants, des adolescents qui vont venir là, vous dire, moi, je ne comprends pas ce que je fais là, moi, je n'ai rien à faire de elle ou de lui, je ne comprends pas pourquoi on m'a convoqué, et qui vous diront rien sur la situation, voire du mal de la cible. Mais à la limite, ce qu'on recherche, ce n'est pas une grande conversion morale, c'est que les violences cessent. Et si donc cet intimidateur ou cette intimidatrice présumée souhaite voilà, conserver le silence ou ne pas perdre la face, pour le dire rapidement, mais que ces actions cessent, eh bien, ça nous va tout à fait. Et il faut le dire, pour plus de 80% des situations, la méthode de la préoccupation partagée permet de mettre fin aux situations. Encore une fois, pas les plus graves, mais les plus courantes et les plus nombreuses. Donc, on a affaire ici à une méthode qui, encore une fois, voilà, s'appuie sur un certain nombre d'éléments que nous avons mis en lumière lorsque nous avons analysé le fonctionnement du harcèlement et sa logique. L'objectif, c'est de faire cesser au plus vite les violences. Et c'est pas rien, car parfois, il faudra mettre les familles devant une alternative qui est parfois un petit peu douloureuse. Dans la tempête émotionnelle et l'indignation qui est la leur, hein, rappelez-vous ce que nous disions tout à l'heure, il faudra parfois leur demander de choisir entre faire justice ou vouloir mettre fin aux violences. Et parfois, dans la colère qui peut être la nôtre, nous voulons, si vous me passez l'expression, davantage avoir la tête de l'auteur que faire mettre un terme aux violences. Et là, on dit, les remontrances, les sanctions, elles sont parfois souvent contre-productives. Donc, il y a un choix important que la méthode ici assume. L'objectif premier, c'est que les violences s'arrêtent. Nous avions appréhendé le phénomène du harcèlement comme un phénomène de groupe. Il s'agit de casser l'effet de groupe ici. C'est la raison pour laquelle on mène des entretiens individuels. Nous avions dit que le phénomène de harcèlement relevait d'une visible invisibilité, qu'on avait affaire à quelque chose qui était caché. Il s'agit ici de briser l'invisibilité en mettant la situation au jour. Désormais, les adultes sont dans la place, si vous me passez l'expression, et il n'est plus question de laisser faire des violences qui, jusqu'à présent, se jouaient dans leur dos. Nous avons dit aussi que c'était une approche éducative. Il s'agit de permettre à tous les protagonistes de sortir, entre guillemets, par le haut de la situation. Et on joue là, effectivement, sur le désir d'en sortir qui avait été identifié comme étant une option théorique très forte. Et que le terrain et l'expérience confirment, on voit très souvent, et avec pas mal de surprises, des intimidateurs ou des intimidatrices patentés dont on n'attendait pas que, dès le premier entretien, parfois, ils reconnaissent le mal-être de la cible et proposent des suggestions. Donc, de ce point de vue-là, cette possibilité de sortir par le haut de la situation renvoie à l'idée qu'on a des auteurs, des autrices qui sont engagés dans des difficultés, voire des incapacités relationnelles, qui font qu'ils se narcissisent ou se construisent dans la violence, et qu'il est sans doute nécessaire très vite de pouvoir leur proposer une autre option et une autre porte de sortie. Et puis enfin, il s'agit de compter sur l'obstination du diplomate. Là, il y a un gros travail d'alliance à faire, évidemment, avec les familles. Il faut, grâce au travail qui est effectué notamment dans le cadre de ce programme, ça va de mieux en mieux, il faut convaincre les familles que nous sommes des interlocuteurs et des interlocutrices valables lorsqu'ils viennent vers nous, que les enfants viennent vers nous, adultes du champ éducatif, pour nous dire qu'ils sont victimes de situations et ne pas leur renvoyer une minoration des faits, ce sont des chamailleries, elle en rajoute, que sais-je encore, des choses qu'on entend encore parfois, tant la culture, on l'a dit, est parfois voilà, un obstacle à la considération de la violence. J'ai envie d'ajouter que
Cette méthode n'est pas miraculeuse, on l'a dit, même si le retour du terrain indique qu'elle permet de résoudre, je le disais, plus de 80% des situations pour lesquelles elle est pertinente. Hein. Encore une fois, je le répète, pas les plus graves, mais les plus courantes. Cette méthode, en tant qu'elle vise à, disons, modifier des conduites, hein, tout en évitant toute menace, ou moins dans un premier temps, de sanction ou tout appel moralisateur à l'empathie, elle s'inscrit dans le champ d'une pédagogie qu'on pourrait appeler de l'incitation éthique. Hein. Elle n'est pas injonctive, elle n'est pas moralisante. C'est une sorte de nudge éducatif. Anatole Picasse l'avait même nommé à un moment méthode du commandement suggestif. C'est vrai qu'en mettant la sanction de côté, donc on a dit qu'elle était souvent contre-productive, eh bien, la méthode de la préoccupation partagée, elle privilégie plutôt l'alliance avec les protagonistes et elle consiste en une sorte de double incitation éducative euh, à l'égard des élèves, et notamment à l'égard des intimidateurs et des intimidatrices présumées. Elle cherche à leur offrir une porte de sortie vers le haut, hein, en suscitant chez eux ou chez elles une préoccupation partagée envers la cible. À l'égard des témoins, on l'a dit, hein, elle cherche à inverser notamment le mimétisme négatif du harcèlement. Hein. Toutes les solidarités ne sont pas positives. Hein. L'omerta, c'est très solidaire, ce n'est pas pour autant très joyeux. Donc, il s'agit d'inverser le mimétisme du groupe, le mimétisme de solidarité négative pour permettre une solidarité de nuisance de se transformer en une solidarité du soin, une solidarité de l'assistance. Nos enfants, nos adolescents, comme nous tous et toutes, ont des expériences joyeuses de la coopération et du collectif solidaire dans l'entraide, que ce soit dans le sport, dans les loisirs. Ils connaissent cette foi collective. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas, dans le champ éducatif, leur donner le goût de celle-ci. Et on voit d'ailleurs que dans les concours non au harcèlement, les affiches, les vidéos qui sont réalisées par les élèves, eh bien, très souvent mettent en scène le rôle positif des témoins, hein, dont on a dit à quel point il n'était pas toujours facile à mettre en œuvre parce qu'il faut s'opposer au groupe. Cette méthode, donc, elle incite également les personnels qui sont formés pour être les adultes qui mèneront les entretiens auprès des élèves. Eh bien, cette méthode, on peut la considérer comme une sorte un petit peu de cheval de Troie de l'autorité éducative. Elle oblige les collègues ou elle les invite à sortir de leur registre de professionnalité ordinaire, hein, surtout lorsqu'ils sont enseignants, pour mener des entretiens non blâmants, dans une horizontalité qui est assez inhabituelle parfois, et tout en sollicitant des compétences nouvelles. Donc, de ce point de vue-là, on a affaire chez les personnels à une incitation à des postures d'accompagnement et de soins, et puis à la mobilisation de gestes professionnels qui sont transférables dans le quotidien de la classe, de l'écoute active, de la reformulation, du non-jugement. Hein. Rappelez-vous que les méthodes, les entretiens de la NPP ne sont pas des entretiens où on est là pour enquêter ou blâmer ou chercher des responsabilités. On n'attend même pas une conversion morale, on attend juste la cessation des violences. Et puis, cette méthode, je crois, elle propose un nouveau modèle ou un nouveau paradigme de justice scolaire, parce qu'elle renonce à une conception que j'ai nommée voilà, expiatoire, hein, et doloriste de la punition. Elle renonce aussi à l'accusation, à l'attribution accusatoire d'une responsabilité pour privilégier la cessation de la violence. Et puis, dans la mesure du possible, ça n'est pas toujours le cas, elle privilégie la recherche d'une sanction réparatrice plutôt que de ce que j'appelle une épiphanie morale, c'est-à-dire une grande conversion. Pardon, j'aurais pas dû, c'est mal. Il y a l'enseignement moral et civique et toute la construction identitaire d'un jeune pour forger sa responsabilité morale, mais d'abord préservons nos enfants des violences qu'ils s'infligent les uns aux autres. Et pour l'épiphanie morale, nous verrons plus tard. Alors, évidemment, cette diffusion d'un nouveau modèle de justice scolaire, il se heurte, on l'a vu, hein, à une approche essentialisante assez forte, à une culture punitive de la sanction qui est, je l'ai dit, très profondément ancrée dans le paysage éducatif français, avec sa mécanique rassurante et confortable de la sanction comme punition, mais dont l'inefficacité est aujourd'hui, je crois, assez patente. Je voudrais avancer un peu plus vite pour aller dire quelques mots de la prévention avant de conclure. Et revenir peut-être, pour parler de la prévention, sur le schéma que nous avons regardé tout à l'heure ensemble et qui nous a permis, c'était ce schéma-là, de comprendre que les causes du harcèlement, eh bien, elles ne sont pas tant à chercher dans la perversité des auteurs, ni même dans leur
dans leur manque d'empathie chronique, mais plutôt dans un double besoin d'appartenance, de reconnaissance, hein, et qui concerne de très près la question du rapport à autrui, la question de l'altérité, la question de la fraternité, hein. On avait dit que d'un côté, c'est ça la force centrifuge du nous, on avait une solidarité conformiste de meute, si vous me passez l'expression, et puis de l'autre, plutôt en bas, l'intériorisation des injonctions virilistes dominantes et des stéréotypes de genre. Si on ajoute que, on n'en a pas dit beaucoup de mots ici, mais si on considère par ailleurs que le fait comment dirais-je, que si on considère le fait que les cyberviolences, dont la porosité est aujourd'hui établie avec le harcèlement, hein, ça renvoie à une des questions de notre quiz de tout à l'heure, ce qui se passe dans la cour se prolonge sur les réseaux, ce qui se passe sur les réseaux se poursuit dans la cour. Si on considère donc que par ailleurs les cyberviolences sont éminemment cybersexistes, eh bien, on comprend que la prévention du harcèlement, elle aurait une racine commune avec la prévention des violences sexuelles et sexistes, et qu'il y aurait parmi les outils de prévention, par exemple, pour alimenter les 10 heures qui sont consacrées à la prévention du harcèlement et des cyberviolences, hein, qui sont prévues par le programme phare, eh bien, on aurait évidemment sans doute à travailler sur cette racine avec les élèves. Alors, ça peut prendre la forme eh bien, du développement de l'esprit critique et de l'anticonformisme. Alors, par exemple, par le biais des ateliers philo, des débats interprétatifs, hein. Moi, je suis rattaché à une chaire de l'UNESCO de l'Université de Nantes, de pratique de la philosophie avec les enfants, qui sait à quel point eh bien, la réflexion philosophique précoce eh bien, permet non pas de mettre fin à toutes les violences du monde, mais en tout cas d'aider les enfants eh bien, à dans la forme comme dans le fond, discuter les problèmes qui font ces violences, tout en expérimentant, on l'a dit, un dispositif joyeux de communauté de recherche philosophique. Donc, la déconstruction des stéréotypes, elle peut se faire aussi par ce temps de réflexion. Euh, Bien sûr, un travail sur la coopération et la solidarité, hein. Je disais tout à l'heure que le concours non au harcèlement, hein, production d'affiches, production de vidéos, eh ben, il permet aux élèves eh bien, de travailler sur le mimétisme négatif des solidarités qui sont à l'œuvre dans le harcèlement et dans les cyberviolences. Donc, ça passe par des jeux, des pratiques coopératives, des hackathons, comme certains collègues les organisent. Évidemment, ce sont quelques pistes de prévention rapide. Et puis, il y en a une troisième sur laquelle on peut peut-être s'arrêter, qui relève du développement des compétences psychosociales, compétences qui sont mobilisables pour faire face au harcèlement et qui sont peut-être plus efficaces que les leçons de morale sur l'empathie. Par exemple, si on veut regarder la déclinaison de ces compétences psychosociales dans leurs trois dimensions, hein, cognitives, émotionnelles et sociales. Par exemple, pour les compétences cognitives, bah, connaître ses forces et ses limites, la capacité à gérer ses impulsions, la capacité à faire des choix responsables, alors à hauteur d'enfants et d'adolescents, bien sûr. Pour ce qui est du développement des compétences émotionnelles, eh bien, la capacité à connaître, à reconnaître, verbaliser ses émotions, la capacité à développer une empathie cognitive et émotionnelle, à faire face en situation comment dirais-je, d'adversité. Et puis sur les compétences sociales, bah, savoir demander de l'aide, hein. Aujourd'hui, on sait qu'il y a seulement 30% des écoliers, 50% des collégiens et des lycéens qui connaissent le numéro national du 3018. Bon, bah là, c'est assez simple, hein. Pour savoir demander de l'aide, il faut au moins savoir à qui s'adresser. On voit bien qu'il y a un travail d'information là qui peut très simplement être fait. Et puis, le développement de la capacité d'assertivité et de refus pour pouvoir, autant que faire se peut, s'opposer au conformisme du groupe et essayer, avec quelques instruments de la communication non violente ou des messages clairs, par exemple, de résoudre des conflits de façon plus constructive. De ce point de vue-là, le centre auquel j'appartiens a développé un certain nombre d'outils, notamment une mallette pédagogique dont le lien vous donnera accès à tous les outils pédagogiques, sauf peut-être le jeu Ceilings, qui lui, évidemment, n'est pas téléchargeable. Une mallette donc, qui s'appelle Classe Respect et qui permet de mener des séances, des séquences pour le cycle 3 de prévention sur le harcèlement et les cyberviolences. Et puis, une mascotte, voilà, une petite mascotte ici, voilà, qui s'appelle Nouna, c'est un dodo,
que nous avons élaboré pour travailler dès le cycle 1 sur les compétences psychosociales et jusqu'au cycle 3. Je voudrais conclure peut-être pour dire que la prévention du harcèlement, c'est pas un truc en plus, c'est pas un adjuvant. Elle permet de rétablir le contact peut-être entre la prévention des violences et la réussite scolaire. Comme une évidence qu'on a peut-être oubliée, la lutte contre le harcèlement, elle vient rappeler qu'au-delà de la seule prévention des violences, l'importance de penser les conditions de l'entrée dans les apprentissages, comme le montrent tous les travaux sur le bien-être à l'école, sur le développement des compétences psychosociales. Il y a cette idée assez simple selon laquelle pour apprendre, il faut être en sécurité physique, psychologique, cognitive, sociale, et que contre la culture de la punition et de la distance affective, il faut redire que la première condition de réussite des élèves à l'école, c'est le soutien émotionnel, et que la première condition du bonheur d'enseigner pour les enseignants, c'est la qualité de la relation avec les élèves. C'est ce qui font qu'ils y vont dans la joie ou la boule au ventre, si vous me passez l'expression. Et donc, je voudrais conclure peut-être en rappelant que plus que jamais, au cœur de ce qu'on appelle les 7 axes du climat scolaire, c'est-à-dire les 7 éléments qui font ce climat négatif, positif. Il n'y a pas que cela, bien sûr, mais qu'au cœur de ces 7 axes du climat scolaire, la qualité des relations entre les élèves et les adultes, mais entre les adultes aussi, elle est la toile de fond du climat scolaire, et qu'il ne faut pas restreindre le développement des compétences psychosociales aux seuls élèves. L'institution a considéré en 2015 qu'il était indispensable à la formation de la personne et du citoyen de développer des compétences émotionnelles et sociales, puisqu'elle les a intégrées au programme d'enseignement moral et civique. Et la question qui fâche un peu, c'est et les adultes, est-ce qu'il fallait en déduire qu'ils étaient naturellement en possession de capacités de connaissance, reconnaissance, verbalisation de leurs émotions, de régulation émotionnelle, d'empathie? Je vous laisse trouver la réponse vous-même. Je voudrais juste rappeler avec, par exemple, Éric Marcelier, dans ce livre qui s'appelle « L'éthique relationnelle, une boussole pour les enseignants », il y a des savoir-faire relationnels qui importent à la réalisation de ce métier, un métier qu'on ne considère pas suffisamment comme un métier de la relation et qui conditionne évidemment la transmission des apprentissages, la réussite des élèves, la qualité de vie à l'école. Donc, la prévention du harcèlement, au-delà du seul harcèlement, elle vient rappeler peut-être effectivement que pour entrer dans les apprentissages, il y a un certain nombre de conditions à réaliser. Voilà, je ne vais pas davantage parler, j'ai déjà beaucoup parlé, et puis je vous remercie de votre attention, et puis je vais arrêter le partage peut-être pour que, si vous le souhaitez, nous puissions avoir un temps d'échange de questions. Merci beaucoup, Monsieur Budex. On lance en effet une conversation. Donc, ceux qui souhaiteraient poser une question, faire une remarque, réagir aux propos que vous nous avez partagés, qu'ils n'hésitent pas. Vous avez soit vous prenez la main comme ça, même si on est quand même un petit peu plus nombreux, ou soit vous levez la main avec l'outil numérique pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, qui veut se lancer dans une première remarque ou une première réaction? Voilà. Charlotte Mauvieux, je te laisse donc intervenir. Merci à toi. Bonjour, Monsieur Budex. Bonjour. Je suis très contente d'avoir pu assister à cette conférence. Je suis ingénieure de formation à l'École académique de la formation continue, dans l'Académie de Nantes. Et j'y travaille depuis presque 2 ans maintenant. Et dès mon arrivée, j'ai été en responsabilité sur le déploiement du programme phare. J'apprécie beaucoup de pouvoir voir tous les contenus, toutes les articulations que vous nous proposez dans cette conférence. Merci beaucoup. J'aurais aimé savoir si vous pouviez nous dire 2 mots de plus sur la mascotte. C'est la première fois que j'en entends parler et je serais assez curieuse de savoir d'où elle vient, comment vous l'activez, etc. Alors, sur le lien, merci pour votre question. Sur le lien qui est dans la slide, là, vous pourrez accéder sur le site du C2A2E à toutes les informations qui sont relatives à Nouna.
Alors, Nouna, c'est un dodo. Alors, je vous passe les détails de l'histoire originelle, mais en tout cas, l'idée, c'était de pouvoir s'adresser aux tout petits pour travailler sur le rapport au corps, le rapport à autrui, et ce qu'on appelle aujourd'hui le développement des compétences psychosociales. Donc, très simplement, un magistère a été créé. Vous trouverez le lien donc de ce magistère et qui notamment s'articule autour d'histoires de Nouna que l'on lit aux enfants et qui sont des invitations. Donc, là, on leur tend le micro à partir de ces histoires. Donc, là, par exemple, des histoires assez courtes qu'on leur lit. Ah, Nouna, ça va pas aujourd'hui. Non, je suis pas content. Gaëtan, il m'a touché mes plumes et moi, j'aime pas qu'on me touche mes plumes sans me donner mon autorisation, me demander l'autorisation, etc. Je ne rentre pas davantage dans le détail, mais vous voyez un petit peu comment on travaille ici à la fois sur le rapport au corps et sur la question du consentement et comment par Nuna, qui joue le rôle de, cette, cet objet de transfert, on va dire comme ça, eh bien, on permet aux enfants de s'engager dans le champ de la prévention sur un certain nombre de discussions et d'échanges. Et puis, évidemment, il y a le patron pour fabriquer Nuna. Donc, nous, on a développé des partenariats avec des ESAT, par exemple, pour pouvoir en fabriquer. Donc là, je ne peux pas tous vous les montrer, mais j'en ai plein le bureau de ma collègue, là, donc toutes couleurs. Et évidemment, ils adorent l'objet. Ils se le passent, enfin, comme d'autres mascottes, quoi. Mais donc voilà, pour en dire rapidement deux mots, tout un travail sur les compétences psychosociales à partir des lettres de Nouna. Et aujourd'hui, parce que cette mission au sein du CESADE s'est beaucoup développée, il y a plein de jeux, d'activités, de compétences psychosociales qui tournent autour de Nouna et que vous pourrez trouver par l'intermédiaire donc, de ce lien que je donnerai dans ce support. Merci beaucoup. Je laisse la place aussi. Alors, je ne sais pas quel est votre nom complet parce que je ne le vois pas. Monsieur Will, je ne sais Oui, pas. merci. Voilà. À Oui, vous. merci. Merci beaucoup pour ces apports. C'est vraiment très éclairant, passionnant. Moi, je suis en doctorat en sciences de l'éducation CREN sur sujet des freins à la coopération. Donc, le lien que vous faisiez avec coopération paraît particulièrement important. Alors, j'avais plein de questions, mais je vais essayer d'être court, donc de contenter de deux questions. La première, vous parliez des situations les plus graves. Est-ce que vous les identifiez comme étant liés peut-être aux quelques cas de perversité que vous citiez comme étant rares mais marginales, ou à des problématiques d'enjeux identitaires qui seraient particulièrement douloureux, ou d'accrochage autour de ces questions d'identité du groupe ou d'intégration spécifiquement? Alors, ok. Oui, Sur cette question, en fait, la distinction qui a été faite à la rentrée, alors avant la rentrée dernière, par un dossier de presse du ministère qui faisait la distinction entre les situations d'intimidation, qu'on appelait auparavant de harcèlement modéré, et puis les situations de harcèlement qu'on appelait auparavant de harcèlement grave. Mais évidemment, la subjectivité de cette expression n'était pas satisfaisante et on lui a substitué la distinction entre les situations d'intimidation et les situations de harcèlement qui relèvent des protocoles nationaux qui ont été diffusés par le ministère à la rentrée et qui invitent, dans ces cas-là, à suivre le chemin des protocoles disciplinaires, notamment dans le second degré. Et quel est le critère qui distingue une situation d'intimidation d'une situation de harcèlement? Nous avons coutume de dire qu'il y en a au moins deux. On appellera des faits graves, entre guillemets, c'est toujours grave, des faits qui sont pénalisables. Donc, dès lors qu'on va avoir affaire à des violences qui sont pénalement répréhensibles, et pas simplement, mais sans les minorer, des moqueries, des mises à l'écart, mais qui sont très nombreuses, très courantes à l'école, eh bien, voilà ce qui fera la distinction et du coup, qui nous permettra de discriminer pour savoir si on utilise la méthode de la préoccupation partagée d'un côté ou si on passe dans le champ des mesures disciplinaires. Et puis, il y a un autre critère qui est très important, c'est la fragilité de la cible de l'enfant victime. Si on sent que le fait de mener les entretiens avec tous les protagonistes, et ça génère toujours une dynamique dans le groupe, les enfants savent qu'ils sont reçus dans ces entretiens, ils se parlent entre eux, etc. Si on sent qu'elle est trop fragile, et j'entends par trop fragile qu'il y a un risque de passage à l'acte suicidaire, par exemple, là, on sera attentif peut-être à ne pas mettre en œuvre la méthode de la préoccupation partagée, ou en tout cas à le faire quand on sera assuré que ça ne met pas en péril l'enfant en question. Donc voilà, le degré de gravité il est aussi commandé par la pénalisation du harcèlement entre pairs à l'école depuis 2022, et il a fallu s'adapter de ce point de vue-là. Donc voilà, par fait grave, généralement, on répond aux faits pénalement répréhensibles. mais cette intensité ne serait pas forcément liée à des origines différentes
de celles que vous avez identifiées dans la Non. dynamique de groupe. D'accord. Non, si on met de côté Oui. la faible proportion qui relèverait d'une pathologie et qu'on s'attache aux actes commis dans le cadre de la dynamique de groupe qu'on évoquait, on a dit à quel point ils pouvaient être violents. Alors, je dis cruels sans intentionnalité individuelle, c'est l'effet que ça nous produit. Et donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas que la gravité de l'acte, pensez au savon, enfin, c'est quand on y réfléchit, il ne faut pas trop y réfléchir, ou à la chanson extrêmement élaborée, quel talent créatif, enfin, mais de là à considérer que la gravité renvoie à une intentionnalité ou bien à je ne sais quelle perversité, je crois que là, il faut dissocier encore une fois les effets de la cause pour pouvoir comprendre à quel point le poids du groupe peut nous conduire à faire des choses. Je crois que la psychosociologie a quand même assez largement identifié depuis Milgram ou sa version plus contemporaine de jeux télévisés sur la zone extrême, là où on voit que 86% d'entre nous seraient prêts à donner une décharge mortelle à quelqu'un, même en participant à un jeu télévisé. La bonne question, là, puisque nous sommes 25, c'est qui sont les 14% qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Donc, voilà, je crois que là, la dynamique du groupe, c'est pas rien, quoi. Si je peux me permettre juste la deuxième question rapidement, c'était de savoir si on pouvait faire l'hypothèse que peut-être une peur du conflit pouvait finalement renforcer les préjugés dont vous parliez, les recherches de solutions rapides, plutôt une prise en compte plus diplomatique des situations. Savoir faire face à l'adversité, comme le nomme, c'est la sémantique des compétences psychosociales, mais on voit très bien à quel point les adultes, il faut voir nos réunions de travail quand même parfois, les adultes et les enfants, a fortiori, ne sont pas outillés pour pouvoir vivre des conflits qui font partie de la vie sociale. Et c'est pas grave, les conflits. Le problème, c'est quand ça se transforme en violence. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, à hauteur d'enfant, on voit bien comment un message clair ne fait pas l'avenir pacifique de la planète, mais quand même permet à un moment des enfants de ne pas entrer dans de contourner des situations de violence, tout comme les adultes, avec quelques rudiments de communication non violente, n'empêchent pas leur désaccord et leurs oppositions, voire leur colère, mais en revanche, au moins capables d'être d'accord sur ce sur quoi ils sont en désaccord, ce qui est déjà énorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, poser une question, faire une remarque? Il ne faut pas hésiter, profiter d'avoir M. Budex auprès de nous. Monsieur Lalaude, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait, on vous entend très Parfait. bien. Bien. Alors moi, je suis Marc Lalaude, je suis référent départemental sur la Loire-Atlantique. Alors ma question, vous parliez des travaux de Nicole Kathleen, notamment ce qu'elle met en avant dans son Que sais-je là sur l'empathie. Est-ce que dans la recherche et dans les apports que vous préconisez, alors soit en formation, soit dans vos interventions auprès des personnels, une question un peu plus subtile sur l'alexithymie est évoquée? Oui, on cite, on fait référence à l'hypothèse que Nicole Kathleen a développée notamment dans ce Que sais-je, mais dans d'autres interventions, et qui renvoie à des cas que l'expérience nous a montrés parfois, nous semble-t-il. Ce sont ces cas où précisément on a, et c'est intéressant parce que ça permet de comprendre que les auteurs sont des enfants qui ne vont pas bien non plus, c'est ces moments où on a le sentiment assez net que l'auteur tombe sur sa proie, pardonnez-moi pour le vocabulaire, parce qu'il sent ou respire chez elle la même difficulté ou la même incapacité relationnelle que celle dont il est lui-même victime, j'allais dire. L'alexithymie, qui est donc ce terme que Nicole Kathleen n'a pas forgé, mais qui permet disons, de caractériser ses difficultés, voire ses incapacités à connaître, reconnaître, verbaliser ses émotions et entrer en relation avec autrui, tout ce sur quoi les compétences psychosociales essayent de travailler dans leur dimension émotionnelle et sociale notamment. Et bien sûr que l'alexithymie, telle que Nicole Kathleen l'évoque, c'est une piste très intéressante, à la fois pour attirer l'attention sur les incapacités relationnelles des auteurs, mais parfois des cibles aussi. On développe pour la rentrée prochaine dans le champ de la formation un module à l'intérieur de Phare dans l'Académie de Versailles qui s'appelle « Outiller la cible ». Et peut-être que celui d'après, ce sera « Outiller l'auteur », enfin pardon, « Accompagner les auteurs », pas « outiller l'auteur ».
Et outiller la cible, ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement travailler sur la lexithymie. D'abord accueillir, soutenir, hein, pas commencer par dire ah bah oui, mais c'est toujours sur un peu toi que ça tombe, et puis tu n'es pas toujours très habile dans tes relations, etc. Mais on sait qu'il y a des enfants qui parfois vont se retrouver dans des situations difficiles parce qu'ils n'ont pas été capables d'entrer en relation avec autrui, peut-être d'une autre façon. Donc la lexithymie, c'est un concept très utile pour penser tous ces problèmes et toutes ces difficultés ou ces incapacités relationnelles dont les enfants, les adolescents, les adultes souffrent. Merci, Monsieur Budex. Oui, merci. Je me permets de donner le prénom puisque c'est celui que je vois affiché. Émilie souhaitait intervenir aussi. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Alors, j'ai une question très terrain, puisque je suis enseignante et j'ai entendu parler de la MPP, la méthode de préoccupation partagée, qui est aussi parfois appelée la méthode PICAS. Comment fait-on pour se former? Elle a l'air très efficace. Moi, j'ai commencé à en entendre parler en 2019, je crois, voire 2020. Donc, ça fait déjà un moment. Comment ça se fait? Alors non, je vais rester très simple. On ne va pas partir dans le pourquoi on n'est pas tous formés, mais comment peut-on demain se former à cette méthode? Alors, je vais avoir une réponse un peu facile. Je suis chercheur au CRAN, qui relève de l'Université de Nantes, mais je suis conseiller du centre académique de l'Académie de Versailles. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans votre académie. La collègue de l'OFC tout à l'heure a peut-être la réponse, mais en tout cas, la formation à la méthode de la préoccupation partagée dans l'Académie de Versailles, elle fait partie de la formation des équipes ressources. Donc, dès lors que les collègues sont identifiés par leur chef d'établissement, leurs IEN, comme faisant partie de l'équipe ressources, ils suivent un plan de formation assez conséquent. D'abord, une sensibilisation au harcèlement et aux cyberviolences, puis un temps de formation à la méthode de la au fondement de la méthode de la préoccupation partagée, puis un temps en présentiel, parce que c'est en volume, aux techniques d'entretien, donc des simulations qu'on a vues tout à l'heure, et puis ensuite, il y a en accord avec la DAN, un travail sur les cyberviolences aussi. Puis en N2, en deuxième année, des analyses de situation, où régulièrement les collègues des équipes ressources reviennent avec leurs cas plus problématiques. Donc, tout ça relève des politiques académiques de formation continue, même si, vous l'avez vu, le programme national phare fait obligation de constituer des équipes ressources et de les former. Donc, j'ai envie de dire, c'est on the way, comme disent nos amis, en cours. Mais Charlotte, est-ce que tu veux Ouais. intervenir? Est-ce que tu veux réagir et apporter des compléments à cette professeure? Oui, alors je vais essayer de ne pas faire trop long, mais pourtant c'est une longue histoire. Former des équipes ressources dans une académie comme celle de Nantes, ça représente environ 2200 personnes à former. Donc elles ont été formées, ces personnes, en plusieurs cohortes, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs entrées dans la formation. La toute première cohorte est rentrée dans la formation en 2021 pour 2 ans. C'était une petite cohorte, 170 personnes à peu près. La deuxième, cohorte 2, le gros des troupes, est rentré dans ces 2 ans de formation en 2022 et représentait, de mémoire, 1600, 1700 personnes. Et la cohorte 3 a commencé sa formation cette année. Donc le gros des troupes, la cohorte 2, a suivi une formation à la méthode de la préoccupation partagée en janvier 2023. Il s'est agi de 2 journées de formation en distanciel avec Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier, suivi quelques mois plus tard d'une demi-journée de supervision à l'échelle des départements pour encourager davantage les échanges entre équipes, etc. Et cette année, on fait programme commun pour la cohorte 2 et la cohorte 3. Donc la méthode de la préoccupation partagée n'a pas été remise au programme cette année puisqu'elle a été suivie par une partie des stagiaires et pas par l'autre. Donc beaucoup de choses restent à déterminer pour l'année prochaine, mais j'imagine que les gens qui n'ont pas encore été formés à la MPP dans les équipes ressources le seront l'année prochaine. Au demeurant, peut-être que Émilie, la collègue qui a pris la parole, ne fait pas partie d'une équipe ressources. Et ça, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que les textes disent une équipe, c'est 5 personnes. Et c'est vrai que c'est un peu une cote mal taillée parce qu'un petit collège ou un très grand lycée, c'est des entités bien différentes. Et il y a ou alors
voilà, des expositions différentes qui nécessitent plus ou moins de personnes ressources pour s'occuper des situations. Et du coup, même quelqu'un qui ne fait pas partie d'une équipe ressources peut ressentir des besoins. Donc à partir de la rentrée et à horizon 2027, normalement, tous les personnels devront être formés, certainement pas à hauteur de ce que sont les membres d'équipe ressources, mais tout le monde sera formé sur la lutte contre le harcèlement, avec un magistère, l'équivalent d'une demi-journée de magistère, et normalement aussi une demi-journée en présentiel. Et donc je pense que dans ce cadre-là, la méthode de la préoccupation partagée fera effectivement partie des contenus prioritairement abordés, puisque c'est vraiment la méthode qui fait consensus, même s'il y en existe plein d'autres. Mais voilà. Oui, Donc, Émilie, j'espère que je réponds à peu près à votre préoccupation. Bah, merci Charlotte pour ce complément, en tout cas, oui. j'ajouterais que, pardon, oui, hein, les académies sont en ordre de marche pour travailler. Hein. Versailles a commencé en 2014, hein, donc c'est un peu normal que, parce que l'histoire a commencé là, hein, c'est un fait. Bon, voilà, Jean-Pierre Bellon, il est professeur à Clermont-Ferrand au départ. Hein. Il se trouve qu'il est venu former le C2A2E et qui a eu une volonté de développer d'abord dans le 92, puis ensuite dans les Hauts-de-Seine, pardon, puis ensuite dans les 4 départements de l'Académie de ce programme. Et j'ajoute que Canopé fait un gros travail aussi, hein, des éléments, des vidéos sur la canothèque de présentation de la méthode de la préoccupation partagée par Marie Bellon, oui, enfin, vous m'avez compris, Jean-Pierre Bellon, Marie Cartier, Nicole Kathleen, qui a fait des vidéos. Il y a plein de vidéos sur la canothèque qui sont extrêmement claires. Avec ma collègue Stéphanie Miro du C2A2E, nous avons réalisé un magistère national sur le cyberviolence. On avait déjà fait les magistères académiques que la collègue évoquait tout à l'heure, et nous sommes en train de finaliser un parcours INSPE sur le harcèlement pour que plutôt que de le faire le plus tôt possible et que les étudiants donc qui sont en master MEF puissent avoir un parcours qui leur permette d'appréhender la prévention du harcèlement et la méthode de la préoccupation partagée. Donc ce travail il est en train de se faire de manière assez massive depuis 2021, notamment dans le cadre du programme phare. Donc ça arrive, Émilie. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? On peut encore prendre une ou deux questions ou remarques. Il est 5h30, donc voilà, on peut encore se permettre, si M. Budex accepte de continuer 5-10 minutes si certains souhaitent intervenir et ne pas partir frustrés avec leurs questions en suspens. On ne voit pas de main levée. Moi, je me demandais, quand vous avez parlé de contexte, alors déjà merci parce que j'ai trouvé l'intervention extrêmement claire en tout cas et structurante, on va dire, pour se redonner un peu des points, des balises. Et à un moment donné, vous parliez donc de contexte pour redéfinir un peu cette idée du harcèlement. Et je m'interrogeais justement quand vous parlez, est-ce que vous pouvez préciser cette idée du contexte? À quelle échelle vous parlez de contexte? Est-ce que c'est vraiment le contexte de l'établissement et on fait le lien avec le climat scolaire d'un établissement? Mais moi, vous avez parlé aussi de la relation, donc je pensais en effet ces questions à des échelles beaucoup plus petites, justement, entre les adultes aussi et les élèves, du climat relationnel. Donc voilà, si vous avez quelques petites choses à nous apporter là-dessus. Merci, mais vous avez déjà pointé les éléments. Hein, évidemment que quand on a des adultes qui sont attentifs et en capacité de repérer les signaux faibles, comme on les appelle de manière un peu impropre d'ailleurs, mais c'est pour dire qu'ils sont parfois discrets et partagés. Hein, ce sont les morceaux du puzzle que j'évoquais. Mais quand on est attentif à une baisse de résultats scolaires, à de la détérioration ou de l'absence de matériel, des absences, des retards, de la somatisation anxieuse, alors ça c'est plutôt la famille qui peut nous le dire, quand on est attentif à l'isolement, quand on échange avec ses collègues autour de la préoccupation qu'on peut avoir autour d'un élève, évidemment, c'est beaucoup mieux que quand on est en train de pardon, je ne veux pas le normaliser, mais d'avoir des attitudes beaucoup moins attentionnées à l'égard de ces élèves. Et je ne blâme pas les collègues, encore une fois, puisque nous avons du mal à considérer notre métier comme un métier de la relation, eh bien, les savoir-faire relationnels et communicationnels ne sont pas encore vendus avec le pacte de la formation initiale ni continue de notre métier. Donc, il y a un gros travail à faire de ce point de vue-là. Hein.
et qui renvoie aux conditions d'entrer dans les apprentissages que j'évoquais. Mais contextuel, ça veut dire la fragilité de la cible aussi. Il y a des moments où des enfants vont être plus en difficulté à l'intérieur du groupe, parce que les groupes sont mouvants, parce que les amitiés sont changeantes, et que de ce point de vue-là, le contexte, c'est aussi celui des relations, non seulement entre les élèves et les adultes, mais entre les enfants eux-mêmes, dans leur socialisation naissante selon l'âge qui est le leur. Et puis, après, il y a un contexte au sens où c'est la dynamique du groupe qui joue, indépendamment des amitiés, et qui fait que ça va tomber dans ce contexte d'établissement-là, culturel-là, sur, je sais pas, telle différence que la norme a tendance à discriminer davantage. Encore une fois, la situation que j'évoque là, dans une ville de l'académie où il s'agissait de tomber sur les enfants qui n'avaient pas les marques qui convenaient au statut social que la norme considérait comme étant bonne, quoi. Donc, contexte, c'est aussi la norme culturelle, sociale, et qui va générer la différence et donc l'exclusion, hein. C'est pas parce que ça tombe sur les enfants qui ont telle orientation sexuelle ou telle caractéristique physique que c'est une affaire d'essence, hein. Encore une fois, n'importe quoi peut faire la différence. Donc, le contexte, c'est aussi ça. Et puis, effectivement, des moments de fragilité des individus en construction. Je disais les incapacités ou les difficultés relationnelles de certains enfants à un moment, pour telle ou telle raison, le fait qu'il y a des différences qui sont conjoncturelles, l'arrivée en plein milieu d'année dans un groupe classe d'un enfant, ça génère de la différence quasiment de facto, des changements de classe, des sauts de classe, des changements d'établissement, arriver dans un groupe constitué. Donc, voilà, il y a tous ces éléments que vous avez évoqués qui jouent dans le contexte et qui, je crois, doivent nous rappeler que ce n'est pas une affaire de caractère, de personnalité et d'essence, même si nous avons un logiciel, comme on dit, qui est forgé confortablement pour aller vite chercher, notamment chez les auteurs ou chez les autrices, un échamboulis, au lieu de voir que c'est contextuel. Cette fois, c'est lui, mais à un autre moment, ça sera quelqu'un d'autre. Et il y a une affiche, je ne l'ai pas montrée là, qui montre un concours de collégiens, je crois, ou de lycéens, où ils ont mis un jeune adolescent et à la place de sa tête, il y a, vous savez, un trou dans lequel, comme dans les foires, là, on met sa tête. C'est pour dire, il n'y a pas de profil type, c'est n'importe qui, selon le contexte. Voilà. Merci beaucoup. Charlotte, tu voulais réintervenir? J'aurais aimé savoir si M. Bidex pouvait peut-être nous faire un retour sur les dispositifs qui marchent le mieux pour impliquer les familles dans la lutte contre le harcèlement, parce que on voit bien quand il y a une situation, alors on va pouvoir prendre contact avec les familles pour leur dire qu'il y a un souci, soit parce que leur enfant est présumé intimidateur, soit parce qu'il est présumé victime. Mais est-ce qu'en amont, de manière un peu inaugurale, hors toute situation, hors tout signalement, on peut s'assurer un peu d'adhésion des parents, notamment pour limiter les effets de ces normes que vous appeliez virilistes et voilà, de ces espèces de fierté que certains parents tirent du fait que leur enfant soit dominant et que lui, il se laisse pas marcher sur les pieds, etc. Qu'est-ce qui fonctionne bien? En forgeant la génération d'après, hein, je ne sais pas si on va pouvoir. Bien sûr, bon, non, moi je pensais le travail, l'un des points, des 6 points que le label phare a identifié, on s'en est rendu compte après coup, c'est même fou qu'on ne se soit pas dit avant, il faut sensibiliser les familles à la logique très particulière, groupale, hein, du mécanisme de harcèlement pour lutter contre l'essentialisation, sinon ils vont vouloir tomber sur la tête de l'auteur, surtout qu'ils prennent la tempête émotionnelle qu'on connaît, puisque c'est souterrain, et qu'on a un taux de confession des victimes à l'égard de leurs proches qui est très faible encore. Ça va beaucoup mieux, hein, mais ils ont peur, ils ont intériorisé la culpabilité, ils ne veulent surtout pas inquiéter leurs proches, ils ont peur de l'attitude des adultes, hein, ils sont très inquiets à l'idée de ne plus appartenir au groupe de pairs, hein, ils sont prêts à subir le pire plutôt que d'être exclus du groupe, donc ils ne parlent pas aux adultes. On avait des taux de confession il y a encore quelques années à l'égard des adultes qui étaient d'une faiblesse dramatique, ça va mieux depuis quand même, mais il faut avoir ça en tête, ils se confient pas facilement. Donc, je crois qu'on a fait une conférence avec les fédérations de parents d'élèves dans les Hauts-de-Seine, avec Éric de Barbieux, je crois, ou peut-être Jean-Pierre Bénou, les deux, je ne me rappelle plus bien, je crois que c'était en 2015, et ça nous a paru à ce moment-là évident qu'il fallait
pour anticiper le choc que ça allait produire, surtout si on leur disait derrière, alors écoutez, on va régler la situation avec une approche non blâmante. Vous allez voir, on met la sanction de côté. Enfin, on est lucide, hein. Donc, je pense que l'effet principal, au-delà des stéréotypes de genre, là, je pense que ça relève d'un autre travail, hein, que la société est en train de faire, et donc vous connaissez un peu les retards et les difficultés. Mais le protocole et la communication autour du protocole, qui est un des éléments, des 6 éléments, hein, obligation pour toutes les écoles, collèges et lycées d'avoir un protocole qui dit ce qu'on fait quand il y a une situation de harcèlement. Ça, il faut communiquer en amont avec les familles pour que nous soyons des interlocuteurs et des interlocutrices valables à leurs yeux. Ce que l'on voit derrière le SOS que nous tenons, ce sont des familles qui nous disent qui ne sont pas pris au sérieux, quoi. Qu'en face d'eux, l'institution ne prend pas au sérieux le mal-être de leurs enfants. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Donc, si nous sommes en capacité de leur dire, écoutez, il y a une équipe ressources dans cet établissement, vous avez bien fait de nous parler de la situation, on va la regarder en détail, on va croiser les regards, on vous tient au courant, on va recevoir votre enfant, on l'écoute, on l'accompagne, on la soutient. On pense que la méthode de la préoccupation partagée est efficace, donnez-nous 15 jours pour agir. Et ça, on le communique en amont, en conseil d'école, on le fait passer au CA, alors pas au vote, hein, mais en conseil d'administration, on communique sur ça, on a un flyer qui dit qu'il existe une équipe à leur bien-être, climat scolaire, comme vous voulez. Et je crois que la communication en amont, c'est vraiment ce qui permet de gagner la confiance de cette alliance quant aux stéréotypes de genre et aux préjugés, aux injonctions d'irréalistes des parents. Voilà. Il faudrait un peu plus que 3 heures d'éducation à la sexualité ou à la vie affective par an, je pense. Mais on est en train de faire ce travail, me semble-t-il, de manière transdisciplinaire par le développement des compétences psychosociales grâce au programme phare, puisqu'on a montré que la prévention des violences, elle trouvait sa racine dans le poids de ces stéréotypes. Donc, patientons. Enfin, non, mettons-nous à l'ouvrage. Et voilà la réponse que je peux faire. En tout cas, protocole, communication, explication et acceptation de la tempête émotionnelle quand les situations sont révélées. Je crois que ça, il faut l'entendre. Mais ça, c'est tout le problème de la coéducation, quoi. Considérer les parents comme des interlocuteurs valables et éviter de peut-être les passer notre temps à les engueuler, si vous me passez l'expression. Merci, Monsieur Butex. Une dernière intervention avant de clore. Je crois qu'au vu du chat et des réactions, la conférence a largement été appréciée, en tout cas, Monsieur Butex. C'est tant mieux. Merci à vous de m'avoir invité, en tout cas, et puis merci pour ces échanges et ces questions, en sachant qu'encore une fois, hein, si on avait un brevet de vérité, chaque situation de harcèlement est une situation singulière, complexe, surtout quand on est en train de parler de relations d'autorité éducative et d'approche non blâmante, ça devient tout de suite un peu délicat. Et dans l'air qui est là d'autres, c'est bien d'avoir des temps d'échange où on peut se poser un peu dans la discussion. Merci encore. Olivier, tu voulais intervenir? Oui, ben non, pour te remercier, parce que moi, c'était la dernière ce soir, donc de toutes nos années qu'on a passées ensemble pour ces conférences. Et puis, merci, Monsieur Budex, là, pour cette excellente conférence, là, avec beaucoup de monde, en fait. C'est vrai on avait pas mal de monde en ligne. Donc, c'est tout à fait bien, quoi. En espérant que ce programme phare va se développer et que il y aura de moins en moins de harcèlement et que, voilà, et que les classes vivront bien. C'est notre souhait à tous, hein, donc voilà. Toi, tu Merci prends la beaucoup. retraite, alors tu pourras juste regarder, nous, on va continuer d'agir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va encore continuer d'agir pendant quelques années, en tout cas. Bien sûr, oui. Je le pense, oui. Merci à vous tous. Merci à Très vous bonne aussi. soirée À bientôt. et une prochaine fois peut-être. Au revoir. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.